L'usager moyen utilise son téléphone 3 heures par jour environ. L'usager moyen débloque son téléphone environ 150 fois par jour. 85% des usagers des smartphones utilisent leur téléphone pendant une conversation avec leurs parents ou leurs amis. Avant 2017, 30 à 40% de notre temps libre était consacré aux écrans et depuis, ce chiffre a littéralement explosé. 71% des utilisateurs de smartphones conservent leur téléphone à proximité ou dans le lit lors des phases de sommeil. Alors grâce aux applications permettant une connexion spatio-temporelle ininterrompue avec des services personnalisés et géolocalisés, le smartphone, en facilitant la vie, il s'est comme agrégé à nos corps, à nos vies, et il les accompagne presque de manière algorithmique. Alors le côté pratique, il est indéniable, mais à quel prix s'opère ce surplus de confort, ce confort organisationnel et ce confort communicationnel. Au prix, ce n'est pas une surprise, vous le savez déjà, vous l'avez déjà vu dans une multitude de reportages ou documentaires ou d'articles, au prix de comportements addictifs, d'attitudes superficielles, d'attitudes oublieuses et dissipées, et on va dire que cela se fait au prix même de problèmes plus graves comme le développement de certains troubles mentaux et bien sûr des risques à long terme sur la santé, comme on l'a vu dans la première vidéo. Si ce n'est pas fait, regardez cette première vidéo, c'est un concentré d'informations sur les effets biophysiologiques des téléphones portables et en général des ondes électromagnétiques sur notre corps. Alors ici, on va utiliser le terme addiction qui pour certains peut-être pourra paraître un petit peu fort, mais en gros, quand on parlera d'addiction, on parlera de comportements problématiques, de comportements qui peuvent générer des addictions et qui vont, générer en général des perturbations dans différents pans de notre vie, au niveau social, au niveau relationnel, donc au niveau psychologique, professionnel, etc. D'ailleurs, c'est intéressant de remarquer que la racine du mot addiction, c'est addico en latin, et qu'une des significations de ce mot, c'est l'asservissement. Alors vous qui regardez cette vidéo, vous êtes peut-être concerné par ces quelques statistiques. Vous regardez peut-être même cette vidéo en fait sur un téléphone portable, mais on va mettre de côté vraiment la culpabilité. Ça ne sert à rien, c'est contre-productif. Et ici, on va vraiment essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ces comportements problématiques. Et on va essayer donc dans la troisième vidéo de fournir des solutions. On va pas essayer même, je vous donnerai des solutions et des réflexions. Mais ici, on va surtout s'atteler à comprendre qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi on y revient toujours et sans cesse. Dans une journée de 24 heures d'un citoyen lambda, on dédie environ un tiers du temps à notre activité professionnelle et au transport pour s'y rendre. Ensuite, il y a un autre tiers que nous dédions au sommeil. Et enfin, il y a un sixième que nous dédions à ce qu'on appelle la survie, manger, boire, se laver, etc. Et enfin, sur le graphique que vous pouvez voir, ce qu'il reste, c'est le temps libre. Depuis 2007, on peut voir que ce temps libre, il est de plus en plus grignoté par le temps passé sur les écrans. On voit d'ailleurs qu'à partir de 2007, c'est en évolution, on va dire, accélérée. Et cette petite barre jaune, c'est le temps qu'il nous reste pour exploiter, pour mettre en marche ce qui fait de nous, comme disait Aristote, des animaux sociaux. L'être humain est un animal social, on le sait bien. En neurosciences, on sait que le cerveau est organisé d'une manière qui fait que nous fonctionnons au travers des autres. Cette petite barre jaune, quelque part, c'est ce qui nous reste pour exprimer ce qu'il y a une des choses les plus vitales dans notre humanité, c'est-à-dire exercer ces circuits neurochimiques, pratiquer notre socialité pour, on va dire, aller vers l'autre, pour communiquer avec les autres, pour fonctionner en groupe et aussi, in fine, pour se connaître soi-même. Nos cerveaux, ils sont en fait un peu comme des super ordinateurs sociaux. Et ça s'est établi sur des centaines de milliers d'années. Donc il semble assez important et raisonnable de traiter tout ce qui va dérégler nos manières de communiquer entre humains
de le traiter avec une extrême précaution. Cette petite barre jaune, donc, comme on l'a vu, c'est le témoin de l'appauvrissement de nos relations sociales, de nos relations humaines, et cela n'est pas le résultat, si vous voulez, d'une paresse quelconque ou d'une faiblesse, d'une sorte de désinvolture, non. C'est en fait le résultat de milliards de dollars qui ont été investis pour rendre ces technologies, donc le téléphone portable, entre autres, mais aussi on peut parler des tablettes et des ordinateurs, mais on va surtout se concentrer sur le téléphone portable, comme vous l'avez bien compris, puisque là presque tout le monde est concerné. Et il y a tant d'argent qui a été investi pour rendre cette consommation digitale effrénée et inévitable. Alors ici, je vais parler de Tristan Harris. C'est quelqu'un qui est assez connu dans les milieux de la Silicon Valley, dans le milieu des big tech, puisque c'est un ancien employé de Google qui a tiré la sonnette d'alarme dans les années 2010 sur la manière dont sont conçues les applications en général. Il fait même l'analogie entre ces applications, les réseaux sociaux en général, et les machines à sous. C'est effectivement une véritable course au sein même de nos cerveaux que la Silicon Valley a entamé, on va dire, dans le début des années 2000 et dans les années 2010, quand on a compris en fait qu'on pouvait établir une vraie science de l'addiction, et c'est ça qui s'est développé dans les bureaux californiens, une science de l'addiction. Vous avez sans doute entendu parler de ça, c'est assez connu maintenant, mais on reçoit en moyenne une douzaine d'influx de dopamine par jour, mais de manière naturelle au travers de nos relations sociales et au travers de nos activités du quotidien. Mais en fait, avec les réseaux sociaux et donc les téléphones qui permettent l'hébergement de ces applications, ces influx de dopamine, ils ont été décuplés. Et ce, au travers, vous connaissez, des likes, des commentaires et des reposts. Donc c'est un vrai piratage des neurones qui s'est produit en fait depuis une petite dizaine d'années. C'est un piratage du système de récompense. Et ces opérations dans le cerveau, si vous voulez, elles se passent tellement rapidement qu'on ne peut pas mettre notre conscience dessus. C'est une sorte d'activité neurochimique qui nous dépasse. Donc le cerveau, il veut quelque chose et nous, on va inconsciemment, exécuter ce que le cerveau veut. Les conséquences sur l'attention, la concentration et sur nos capacités cognitives en général ne doivent absolument pas être négligées. Là-dessus, il y a énormément d'études qui sont sorties. Par exemple, on sait que dans le début des années 2000, on avait la possibilité de se concentrer sur une chose à peu près 12 secondes et après les années 2010, c'est tombé environ à 8 secondes. Il y a des expériences dans les années 70 qui ont été menées par notamment quelqu'un qui s'appelle Michael Zeiler, et aussi un scientifique qui s'appelle Skinner. Ils se sont rendus compte qu'en distribuant à des pigeons ou à des rats des récompenses de manière irrégulière et de manière intermittente et variable, cela crée une addiction sur le court terme. Et c'est exactement le principe utilisé par les machines à sous, c'est le principe utilisé par certains jeux vidéo, comme par exemple le jeu très connu qui s'appelle Candy Crush, qui par en fait toute cette myriade de sons et de couleurs instille un sentiment de récompense perpétuelle. Et même en fait dans des contextes où on n'a pas vraiment gagné, mais avec la jonction de sons et de couleurs, notre cerveau est stimulé et on veut y revenir. Donc le téléphone portable et tout ce qui va avec, comme par exemple vérifier ses likes, vérifier son compte, les commentaires ou les reposts, c'est une sorte quelque part de nouvelle cigarette. Et les gens de la Silicon Valley sont quelque part en fait des fermiers, sont des producteurs de tabac, sauf qu'ils ont des jeans, des t-shirts et des baskets. Et il faut bien se rendre compte que ces gens-là, ils ne programment pas des applications. In fine, ils programment des gens. Et ici, on peut aborder rapidement la question de la neutralité dans la technologie. Et ces gens-là qui sont issus de la Silicon Valley, qui ont travaillé dans ces entreprises comme Google, Facebook, etc., ils le disent, la technologie n'est pas neutre. Tout est fait pour qu'on y revienne. Ces technologies, ces applications, elles ne sont pas faites pour nous émanciper. Ce n'est pas le but. Même si les messages de surface veulent bien faire transparaître cela. L'émancipation, c'est quand il y a une tension entre l'individu et le collectif. Or là, on voit bien que ça peut emmener à des comportements
relativement narcissique, égocentrique et nous couper d'une certaine manière du réel et du groupe. Il y a donc ce narratif qui évoque la neutralité de la technologie, mais dans ce cas précis, c'est vraiment faux. Et ça, encore une fois, c'est pas moi qui le dis. How do we consume as much of your time and conscious attention as possible? And that means that we need to sort of give you a little dopamine hit every once in a while because someone liked or commented on a photo or a post or whatever. And that's going to get you to contribute more content, and that's going to get you, more likes and comments. I mean, it's a social validation feedback loop that it's like it's exactly the kind of thing that a hacker like myself would come up with because you're exploiting a vulnerability in human psychology. Le modèle commercial de ces entreprises, il est basé sur le temps passé sur ces applications. On appelle ça the economy of attention en anglais. C'est l'économie de l'attention. Plus on passe de temps sur ces plateformes, Facebook, Instagram, Twitter, etc., eh bien plus nos comportements virtuels sont décryptés, on en extirpe des données et ça, c'est une source de revenus pour ces plateformes à la fin en les vendant à des publicitaires. Il y a deux grandes forces qui nous font devenir accros à ces plateformes et in fine donc à retourner vers ce petit objet qui est le téléphone portable. Déjà, il y a ce qu'on appelle en anglais le Positive Intermittent Reinforcement. C'est en gros un renforcement intermittent positif. Et il y a aussi ce deuxième levier, c'est le désir d'approbation sociale. Et nous, humains, nous sommes très sensibles à ces deux mécanismes. Alors pour ce qui concerne le Intermittent Positive Reinforcement, ou le soutien, le renforcement intermittent positif, on peut reparler de cette expérience dont je vous ai parlé avec les pigeons de Michael Zeiler, qui nous apprennent que donc des récompenses délivrées de manière impromptue vont favoriser beaucoup plus la libération de dopamine que des récompenses amenées de manière régulière. C'est pour ça que on veut toujours retourner sur notre compte quand on a fait un post et pour voir le nombre de likes, pour voir qui a commenté. C'est qu'à chaque fois qu'on voit une petite notification en rouge, on a une libération de dopamine. Et c'est exactement la même hormone qui est délivrée lorsque l'on boit, lorsque l'on va jouer à des jeux de hasard, lorsqu'on prend des drogues, lorsqu'on fait l'amour. Voilà, tout ça, c'est la dopamine qui est un neurotransmetteur impliqué, vous l'aurez compris, dans le plaisir, mais aussi dans le tonus musculaire et bien sûr dans la dépendance aux substances comme par exemple la cocaïne, mais bien d'autres. Le like qui d'ailleurs sur Facebook va littéralement transformer la psychologie de l'utilisation des réseaux sociaux. Le like, il a été introduit en 2009 sur Facebook, même s'il existait avant sur d'autres plateformes. Et avant cela, en fait, on était sur Facebook et on opérait une sorte de traçage passif de nos contacts sur cette plateforme. Et ce bouton-là qui va complètement changer cette dynamique puisque l'interactivité va être profondément remodelée. Avec donc cette distribution imprévisible de likes et de notifications ou de tags. Voilà, l'interactivité et les notifications de cette interactivité délivrée on ne sait quand produit à la fin des comportements addictifs. On reçoit un like, on n'en reçoit pas. C'est aussi un état d'attente et de stress qui est insidieusement créé au travers de ces petits éclats de lumière de pseudo-plaisir, on pourrait dire. Et c'est pour cela que poster et revérifier son téléphone et ses messageries et son WhatsApp et tout ça, c'est très attirant et c'est très difficile à enrayer. C'est cette tension due à l'imprévisibilité de cette récompense qui nous absorbe et peu importe le résultat, peu importe ce qu'on va lire finalement. Voilà. D'ailleurs, c'est intéressant de noter par rapport aux notifications justement sur Facebook qu'avant il y avait un petit logo bleu qui s'affichait lorsqu'on recevait un message ou une notification quelconque et ils ont changé la couleur en rouge qui est une couleur d'alarme et depuis le taux de clic a littéralement explosé.
Alors le deuxième levier qui peut activer des comportements problématiques, c'est la recherche d'approbation sociale. Et ça, les plateformes de réseaux sociaux l'ont très bien compris. Donc les petits cœurs qu'on nous laisse sur Instagram par exemple, c'est une marque d'appartenance à la tribu quelque part. C'est une dynamique à laquelle on est profondément attaché. Avant, dans les tribus, eh bien, on essayait de moduler nos comportements pour ne pas avoir affaire à trop de remontrances, voire à une exclusion du groupe. Donc c'était important de se faire aimer, de gérer son comportement. En ligne, c'est exactement pareil. Mais le problème, c'est que dans le cas contraire, là, je vais parler d'exemples peut-être un peu extrêmes, mais dans le cas d'une attente non réalisée, il va y avoir une frustration, un nombre de likes pas peu ou important ou inexistant. Il peut s'ensuivre une sensation de détresse. Ça, c'est surtout présent chez les adolescents. Ils sont les premières victimes de ce genre de comportement. Parce que nos cerveaux, à ces âges-là, sont beaucoup plus vulnérables. Et d'ailleurs, les femmes sont aussi plus vulnérables que les hommes à ce niveau-là. Donc voilà, sur les réseaux sociaux, il y a toute une sorte d'ingénierie qui est mise en place pour nous montrer que nos amis pensent à nous. Donc voilà, c'est tout ça qui peut in fine créer des comportements addictifs qui ne sont pas de commune mesure bien sûr avec ce que les drogues peuvent entraîner. Mais en neurosciences, on a remarqué que c'est à peu près, ce sont les mêmes chemins neuronaux qui se manifestent lors d'une addiction à une drogue que lorsqu'on a des comportements addictifs. Alors vous l'aurez compris, toutes ces plateformes qu'on utilise sur nos téléphones, eh bien, elles veulent nous voler notre temps. Elles veulent nous voler notre temps en nous faisant croire que nous avons le pouvoir de créer nos vies, de créer une vie qui en fait est une vie factice. Tout ça pour renforcer, on va dire, tout ça renforcé par des gratifications, des flatteries de l'ego qui ne prennent pas pied dans le réel. Et c'est une véritable catastrophe pour le tissu social. Et ça, c'est tellement nouveau que peut-être que nous en rendrons compte que dans quelques années. Mais déjà, regardez autour de vous, dans la rue, le nombre de personnes qui sont déconnectées du réel, qui sont la tête baissée sur leurs écrans. Il y a vraiment une brisure qui est en train de s'opérer dans le tissu social. Right? We curate our lives around this perceived sense of perfection because we get rewarded in these short-term signals, hearts, likes, thumbs up, and we conflate that with value and we conflate it with truth. And instead what it really is fake brittle popularity. That's short-term and that leaves you even more, and admit it, vacant and empty before you did it. Because then it forces you into this vicious cycle where you're like, what's the next thing I need to do now? Because I need it back. Think about that compounded by 2 billion people. And then think about how people react then to the perceptions of others. It's really bad. It's really, really bad. Vous l'avez donc compris, ces usages compulsifs ne sont pas le résultat de traits de caractère ou de défauts de personnalité. Ils sont la réalisation, le fruit d'un modèle d'affaires qui fait des milliards de dollars. Aujourd'hui, ces entreprises aux États-Unis, elles sont plus cotées que les entreprises qui extraient du pétrole. Aujourd'hui, on fait plus d'argent en extrayant notre attention que l'or noir dans les terres. Évidemment, l'idée, ce n'est pas de tout couper, c'est peut-être d'utiliser ces technologies à meilleur escient, de les optimiser et de rendre la vie plus facile. Mais à ce prix-là, on est peut-être tombé dans un extrême. On est peut-être tombé dans un extrême qui nous coupe du réel, qui nous coupe des autres et qui nous enferme dans une sorte de narcissisme inavoué des fois et inconscient. L'idée, encore une fois, et que je prône en général, c'est la modération. C'est l'optimisation, dans ce cas-là, des fonctions pratiques de cette technologie, en essayant de se désencombrer de la futilité de certains services. Donc pour cela, je pense qu'il est important de s'arrêter un moment, de réfléchir à ces valeurs profondes, pour que, en fait, ces technologies, elles soient au service de ces valeurs, pour que ces technologies, elles ne soient pas finalement au service,
d'un renflouement de portefeuilles à la Silicon Valley ou ailleurs qui ne sont pas les vôtres. On vous vole votre temps et votre temps à vous, il est très précieux pour ces entreprises. Avec l'émergence du téléphone, la publicité, elle s'est déplacée de la télé aux panneaux publicitaires à la radio sur nos téléphones directement. On vit avec des panneaux publicitaires en permanence. Il faut aussi avoir conscience de ça. Et c'est pour ça qu'on veut toujours vous faire revenir sur ce téléphone, qu'une science de l'addiction a été développée pour qu'on ne puisse plus se passer de ces appareils. C'est plus fort que nous. Il faut bien le comprendre. Et pour cela, je préconise, comme on le fait pour l'alimentation, je préconise une hygiène technologique. Et c'est ce que nous verrons dans cette troisième vidéo où je vous proposerai des solutions et une réflexion globale sur tout ce sujet. Je pense qu'il est vraiment question de regagner son autonomie ici, puisque c'est exactement ce que veulent nous soutirer ces entreprises de la Silicon Valley. C'est une sorte d'asservissement digital qui est en train de se produire. Nous pouvons le voir tous les jours dans la rue, dans les grandes villes et partout en général. Et l'idée, ce n'est pas forcément de se séparer de ces technologies, même si je vous en parlerai dans la troisième vidéo. Il est peut-être bon de se séparer totalement de ces technologies pour des raisons vraiment, on va dire, des raisons écologiques, des raisons humanistes même. Mais pour le moment, réfléchissons donc à cette question d'autonomie et de ne pas vouloir se faire voler le temps par ces entreprises. Je pense que c'est important de réfléchir à ça. Je vous remercie pour votre attention. Oui, j'utilise YouTube pour faire passer ce genre d'informations, mais justement, utilisez ça pour avoir un impact réel dans votre vie. Et par expérience personnelle, je vous le dis, on peut très bien vivre sans téléphone, sans smartphone. On peut vivre en utilisant assez peu son téléphone. C'est possible. Et ces technologies sont géniales pour tout un tas de services, mais ayons le pouvoir sur ces technologies et non pas l'inverse. Je vous remercie encore et je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. Salut. The other problem, to compound it, is we're growing up in a Facebook, Instagram world. In other words, we're good at putting filters on things. We're good at showing people that life is amazing even though I'm depressed, right? And so everybody sounds tough, and everybody sounds like they got it all figured out. And the reality is there's very little toughness, and most people don't have it figured out. And so when the more senior people say, well, what should we do? They sound like, this is what you gotta do. And they have no clue. Right? So, we've all had it where you're feeling a little bit down or feeling a bit lonely. And so you send out 10 texts to 10 friends, hi, 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 hi. Because it feels good when you get a response. It's why we count the likes. It's why we go back 10 times to see if my Instagram is growing slower, did I do something wrong? Do they not like me anymore, right? The trauma for young kids to be unfriended, right? Because we know when you get a hit of dopamine, which feels good. It's why we like it. It's why we keep going back to it. It's highly, highly addictive, right? We have age restrictions on smoking, gambling, and alcohol, and we have no age restrictions on social media and cell phones. That's basically what happened. You have an entire generation that has access to an addictive, numbing chemical called dopamine through social media and cell phones as they're going through the high stress of adolescence. Why is this important? Almost every alcoholic discovered alcohol when they were teenagers. When we're very, very young, the only approval we need is the approval of our parents. And as we go through adolescence, we make this transition where we now need the approval of our peers. Very frustrating for our parents, very important for us. It allows us to acculturate outside of our immediate families into the broader tribe, right? It's a highly, highly stressful and anxious period of our lives, and we're supposed to learn to rely on our friends. Some people, quite by accident, discover alcohol and numbing effects of dopamine to help them cope with the stresses and anxieties of adolescence. Unfortunately, that becomes hardwired in their brains, and for the rest of their lives, when they suffer significant stress, they will not turn to a person, they will turn to the bottle. Social stress, financial stress, career stress, that's pretty much the primary reasons why an alcoholic drinks, right? What's happening is because we're allowing unfettered access to these dopamine-producing devices and media, basically it's becoming hardwired, and what we're seeing is as they grow older, too many kids don't know how to form deep, meaningful relationships. Their words, not mine. They will admit that many of their friendships are superficial. They will admit that their friends, that they don't count on their friends, they don't rely on their friends, they have fun with their friends,
But they also know that their friends will cancel on them as something better comes along. Deep, meaningful relationships are not there because they never practice the skill set, and worse, they don't have the coping mechanisms to deal with stress. So when significant stress starts to show up in their lives, they're not turning to a person, they're turning to a device, they're turning to social media, they're turning to these things which offer temporary relief. We know, the science is clear, we know that people who spend more time on Facebook suffer higher rates of depression than people who spend less time on Facebook. Right? If you're sitting at dinner with your friends and you're texting somebody who's not there, that's a problem. That's an addiction. If you're sitting in a meeting with people you're supposed to be listening to and speaking, and you put your phone on the table, face up or face down, I don't care, that sends a subconscious message to the room that you're just not that important to me right now, right? That's what happens. And the fact that you cannot put it away is because you are addicted, right? If you wake up and you check your phone before you say good morning to your girlfriend, boyfriend, or spouse, you have an addiction. And like all addiction, in time, it'll destroy relationships, it'll cost time, and it'll cost money, and it'll make your life worse. So you have a generation growing up with lower self-esteem that doesn't have the coping mechanisms to deal with stress. Right? Now you add in the sense of impatience. Right? They've grown up in a world of instant gratification. You want to buy something, you go on Amazon, it arrives the next day. You want to watch a movie? Log on and watch a movie. You don't check movie times. You want to watch a TV show? Binge. You don't even have to wait week to week to week. Everything you want, you can have instantaneously. Everything you want, instant gratification. Except job satisfaction and strength of relationships, there ain't no app for that. They are slow, meandering, uncomfortable, messy processes.